nous allons maintenant venir à la santé, au vieillissement, aux différents âges de la vie au fond, et puis voir si nous sommes égaux face à cela. Comment étudier le phénomène? C'est évidemment une question que vous vous êtes posée, parce que c'est votre métier, épidémiologiste, démographe, mais Monsieur Robin, revenons sur votre indicateur. Vous avez modifié la façon d'observer les phénomènes. Bon, je n'ai rien inventé du tout. Hein. Je fais partie des premiers qui ont utilisé effectivement cet indicateur. Donc, mais je ne suis pas non plus le seul. Hein. Il y a plusieurs personnes à l'INED, en particulier Emmanuel Cambois, qui est dans la salle et qui mène aujourd'hui l'essentiel des travaux en France sur la thématique de l'espérance de vie sans incapacité. Alors, ce calcul, en fait, il a été mis au point à la fin des années 70, au début des années 80, quand finalement le nombre des personnes âgées ou la chute de la mortalité parmi les personnes âgées était à peine amorcée. Et il est resté pendant quelque temps, pas obscur, mais dans un coin, parce qu'il n'intéressait pas énormément. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est complètement dans une situation différente, parce qu'on fait face à une véritable explosion numérique des personnes très âgées, des non-agénaires, des centenaires. On invente même des mots pour parler des super-centenaires, les gens qui ont plus de 110 ans. Certains ont même inventé le mot de semi-super-centenaire, c'est-à-dire ceux qui ont 105 ans. Enfin voilà, il faut faire un peu preuve d'imagination. On a besoin de rajouter des catégories. Donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, tout le monde est inquiet. C'est normal, parce que tout le monde voit bien qu'on vit de plus en plus longtemps et que ça devient relativement fréquent. Donc on en voit, comme ce monsieur. Et contrairement à ce monsieur, qui effectivement est un phénomène et qui a beaucoup de chance, la plupart, le plus grand nombre des nonagénaires et des centenaires sont en relativement pauvre santé. Ils ont souvent des limitations fonctionnelles, des incapacités, souvent des limitations cognitives. Ils ont de nombreuses fragilités. Ils font partie de cette population qu'on appelle les populations fragiles. Et donc, aujourd'hui, on voit bien que uniquement calculer l'espérance de vie, observer que tous les ans, l'espérance de vie augmente de 3 mois par an, c'est-à-dire finalement augmente, alors c'est Jim Voppel hein, qui annonce beaucoup ça, hein. On peut jouer sur ces 3 mois par an. 3 mois par an, ça veut dire qu'en fait, votre espérance de vie, mon espérance de vie augmente de 6 heures par jour. C'est exactement le même ratio. Et qu'effectivement, si on passe ensemble 1 heure autour de cette table ronde, votre espérance de vie aura augmenté de 15 minutes. Très bien, mais au fond, vous nous dites... On s'en fout, mais non. Enfin, c'est pas si important de le mesurer, même si pour un démographe c'est essentiel. Mais l'idée, c'est d'aller mesurer en quoi notre espérance de vie, en bon état, en quelque sorte, dans le confort relatif d'une vie d'autonomie, elle aussi progresse. C'est ça? Alors, voilà, tout à fait. Donc aujourd'hui, on veut savoir finalement combien de temps on peut vivre en bonne santé. C'est difficile de définir la santé, c'est facile de définir vivant ou mort, c'est très simple. Mais à partir du moment où on essaye d'avoir un indicateur plus qualitatif, qu'est-ce qu'on va mesurer? La santé, l'absence de maladie, de quelle maladie, des facteurs de risque, des conditions de santé tout simplement, qui ne sont pas vraiment des maladies, comme avoir de l'hypertension, être obèse. Est-ce qu'on va mesurer l'incapacité, la fragilité? Donc tout ça devient très compliqué. Mais quand même, globalement, c'est ce que les gens voudraient savoir. Combien de temps on peut espérer vivre en bonne santé? Et puis surtout, si l'espérance de vie augmente de 3 mois par an, et ces gains, c'est ça qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'espérance de vie, elle dépasse 85 ans chez les femmes, elle est un peu inférieure à 80 ans chez les hommes. Donc ces gains de 3 mois d'espérance de vie qu'on fait tous les ans collectivement, on les fait autour de ces âges-là. On ne les fait pas vers 20 ans. On n'est pas en train d'augmenter le nombre de mois qu'on peut vivre à 20 ans. Donc tout le monde est inquiet sur cette qualité des années. Donc ce qu'on voudrait savoir, c'est est-ce que l'espérance de vie sans incapacité augmente dans les mêmes proportions, augmente autant que l'espérance de vie totale? Alors, qu'est-ce que vous observez? C'est quoi les 3 théories, les 3 scénarios, je dirais, qui se présentent à vous aujourd'hui? Alors, en fait, donc je vous dis, cette question, elle a émergé, enfin, l'indicateur est disponible quelque part depuis la fin des années 70, ou même, et puis dans les années 80, mais toujours en absence de données, on s'est mis à cogiter, hein, comme c'est souvent le cas. Donc là, cette fois-ci, il y a eu 3 grandes théories, enfin beaucoup plus de théories, mais il y a 3 théories qui ont émergé parce que finalement, ça permettait un peu de fixer un univers de l'évolution du possible. Alors la première théorie, et celle que tout le monde a achetée, c'était la théorie de la compression de la morbidité ou de l'incapacité. Alors cette théorie reposait sur le fait qu'au début des années 80,
on pensait tous qu'on ne pouvait pas vraiment gagner beaucoup plus en termes d'espérance de vie. On avait beaucoup réduit la mortalité infantile, aussi la mortalité prématurée, et tout le monde pensait qu'on ne pouvait pas changer la mortalité des personnes âgées. On n'attendait pas de gains au niveau de la mortalité des personnes âgées, donc on ne prévoyait plus beaucoup de gains d'espérance de vie totale. Et ça rejoint ce que nous a dit Léridon ce matin, et les erreurs systématiques dans les projections d'espérance de vie, parce qu'effectivement, si l'espérance de vie a continué à augmenter, c'est parce que la mortalité s'est effondrée chez les personnes âgées, mais ça, on n'arrivait pas à le concevoir du tout dans les années 80 ou 90. Et donc, cette théorie disait, et on est au début des années 80, on est en Californie, cette théorie émerge à Stanford, on venait de découvrir les grands facteurs de risque, il ne faut pas fumer, il ne faut pas trop manger, il faut bouger, il faut faire du sport, et donc en fait, la théorie c'était de dire avec les progrès médicaux, puisqu'on ne peut plus tellement gagner en termes d'espérance de vie, on va repousser l'âge d'apparition des maladies, on va repousser le moment où émerge l'incapacité. Donc ça c'est la première théorie. Au même moment, mais évidemment, ils ne se sont pas parlé, mais dans des revues scientifiques différentes, il est paru un papier qui a dit le contraire. Et en fait, ce papier venait de gériatres qui travaillaient avec des personnes démentes, ce n'est pas des cas nouveaux, il y avait déjà des populations démentes, et qui tout simplement décrivent et qui disent « Nous, on est en train d'observer, donc on est dans les années 80, on est en train d'observer un effondrement de la mortalité des déments ou une augmentation de la survie des déments dans nos nursing homes. » Et donc, ils en déduisent que les progrès de la médecine risquent d'augmenter considérablement la population fragile, la population ayant des incapacités et en particulier des démences. Alors, le troisième scénario... Le troisième scénario, c'est quelqu'un qui a lu les deux, qui les a remis ensemble et qui, du coup, a dit bon, il y a des choses intéressantes dans les deux et qui a proposé un scénario, c'est Ken Manton, en 1982, bien plus élaboré, en disant mais les deux vont vraisemblablement se produire au même moment. C'est-à-dire qu'effectivement, la médecine va permettre à des individus malades ou fragiles de vivre plus longtemps, mais va aussi permettre, en dépistant plutôt les maladies, de mieux en contrôler le rythme de progression, de ralentir d'une certaine façon leur progression, et donc qu'on atteint le seuil de l'incapacité plus tard. Donc il y a une espèce d'équilibre entre les deux, ce qui fait que, d'après lui, l'espérance de vie sans incapacité pourrait augmenter dans les mêmes proportions que l'espérance de vie totale. Je sais bien que pour un chercheur en sciences sociales, devoir trancher entre des théories comme celle-là, c'est toujours difficile, mais quand même, c'est ce troisième scénario qu'on voit se réaliser aujourd'hui. Alors c'est celui qu'on voit se réaliser en France, et en particulier avec les tout derniers chiffres qu'on a pour 2013. C'est aussi celui qu'on voit se réaliser effectivement aux États-Unis et au Japon. Mais quand on prend l'ensemble de l'Europe, l'ensemble des 27, ce n'est pas le scénario qu'on voit se réaliser. Quand on regroupe tous les pays, et là on est un petit peu comme les États-Unis, quand on met tous les États américains ensemble, eux auraient tendance à nous dire mais pourquoi on ne prend pas qu'un ou deux États? On va comparer le Massachusetts avec l'Europe, vous verrez, on est bien aussi bon que vous en termes d'espérance de vie. Quand on prend l'ensemble des 27, on voit une très forte augmentation de l'espérance de vie, toujours de 3 mois par an au niveau des 27. Par contre, depuis une dizaine d'années, on observe vraiment une stagnation de l'espérance de vie sans incapacité, ce qui est vraiment plate, qui n'a absolument pas bougé d'1 millimètre depuis 10 ans. Et du coup, on a une augmentation considérable des années vécues avec de l'incapacité lorsqu'on met ensemble tous les pays européens. Un mot très vite sur la différence homme-femme, peut-être, au regard de ça. Nord-Sud, on va y revenir dans un instant avec Géraldine Hutet, mais votre vision? C'est pas ma vision, là, c'est des faits. On est démographe ou épidémiologiste. Non, mais là, c'est pour ça. C'est une formule de journaliste rapide. Oui, tout à fait. Non, mais là, alors là, c'est très clair. Un écart très net en termes d'espérance de vie. Les femmes, alors c'est France Mélé, Jacques Valin qui le dirait mieux que moi. Je pense qu'en France, les femmes vivent 5 à 6 ans de plus que les hommes. Mais quand on regarde en termes d'espérance de vie sans incapacité, c'est exactement la même valeur. Donc, il n'y a pas d'écart d'espérance de vie sans incapacité. Les femmes vivent autant d'années en bonne santé, sans incapacité que les hommes. Mais par contre, elles vivent beaucoup plus longtemps que les hommes avec des états de santé dégradés. Et donc, l'essentiel, statistiquement parlant, de ces 5 à 6 années de vie supplémentaires vécues par les femmes, c'est des années qui se passent avec des incapacités, pas forcément sévères. Voilà. Oui, un mot, une question que je reposerai à tous, mais la longévité humaine, c'est quoi sa limite? Personnellement, je pense qu'il n'y a pas de limite,
que la longévité humaine, c'est le résultat de l'interaction permanente entre ce que nous sommes biologiquement. On n'a pas encore commencé à toucher à ce que nous étions biologiques. Beaucoup de nos collègues chercheurs disent qu'ils vont bientôt commencer à le faire. Et puis de l'environnement dans lequel nous vivons. Notre environnement, nous le bouleversons complètement, en gros, de 20 ans en 20 ans. Vous savez qu'à juste réfléchir, c'était comment il y a 20 ans, il y a 40 ans, il y a 60 ans. Vous verrez vraiment que de 20 ans en 20 ans, on bouleverse complètement l'environnement et on le fait avec des règles très simples. On cherche en permanence à améliorer son environnement, que je me sente mieux, que j'ai moins faim, que j'ai moins chaud, que j'ai moins froid. Et donc, en fait, on corrige aussitôt. Dès qu'on fait quelque chose au niveau de l'environnement qui a un impact négatif sur notre bien-être immédiat, on le corrige et on le corrige de plus en plus vite. On ne réfléchit pas trop à ça, mais en fait, tout va dans ce sens-là depuis le début. Et donc, on construit un environnement qui est de plus en plus favorable à l'expression de notre longévité. Pour l'instant, je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Il n'y a pas de limite à la longévité humaine. Je ne savais pas qu'il y avait un courant ou une école transhumaniste à l'INED. C'est la révélation de l'après-midi. Je fais de la provoque. Agnès Lefranc, prenez le micro si vous voulez bien. Les transformations en cours qui viennent d'être décrites et prévisibles affectent de la santé. De quelle façon? Alors vous qui observez plus la dimension santé. Alors, merci, c'est un exercice de prospective assez difficile qui m'est demandé là, puisque on a bien vu ce matin, au travers notamment des présentations d'Henri Léridon et de Gilles Pizon, que déjà prévoir la démographie, faire des projections, des prévisions, c'était extrêmement compliqué. Et alors donc après, se poser la question des prévisions, des changements de l'environnement et de comment ils vont pouvoir affecter la santé de cette population dont on prévoit même... Il y a au moins 2 paramètres de plus. L'évolution, voilà. On voit bien que de toute façon... quoi que je puisse dire, ça va être entouré de nombreuses incertitudes. Donc, je vous remercie de le prendre en tant que tel. Voilà. Donc, alors, les transformations en cours et prévisibles de l'environnement. De quoi est-ce qu'on parle? Alors, je pense que tout le monde ou presque pense changement climatique, peut-être, quand on parle transformation en cours et prévisible de l'environnement. Mais il ne faut pas oublier, comme le mentionnait M. Robin, toutes les transformations, on va dire plutôt de nos micro-environnements. Et c'est les changements dans l'habitat. Alors effectivement, on va chercher à avoir une température plus agréable en dépensant moins d'argent pour l'obtenir. On va chercher à avoir plus d'espaces verts en ville parce que c'est agréable d'avoir des espaces verts. Voilà, toutes ces transformations. Mais ces transformations, elles peuvent avoir des impacts bénéfiques et négatif sur la santé. Certaines fois, il y a des choses un peu à double sens. Je prends un exemple illustratif tout bête. La climatisation, bénéfice immédiat, j'ai moins chaud en été. À plus long terme, je consomme de l'énergie éventuellement obtenue à partir de sources non renouvelables et donc j'augmente le changement climatique à terme. Bref, il est extrêmement difficile de prédire ou de prévoir de façon extrêmement claire quel sera l'environnement de demain. Et effectivement, quand on se retourne et qu'on regarde les changements de notre environnement, on va dire depuis la création de l'INED, par exemple, on voit bien qu'il y a eu des modifications extrêmement importantes et qui n'avaient, pour la plupart, absolument pas été prévues. On peut quand même énoncer quelques grandes généralités. Alors, je prie de m'excuser les spécialistes qui vont trouver que j'enfonce les portes ouvertes. Mais évidemment, le vieillissement s'accompagne d'une plus grande vulnérabilité vis-à-vis des facteurs de risque environnementaux, de façon générale. Alors évidemment, là aussi, tout le monde a en tête l'exemple canicule personnes âgées. On sait que ces personnes les plus âgées, et parmi celles-ci, celles qui sont les plus vulnérables en plus en raison de leur isolement social ou d'un état de santé préalable dégradé, qui vont payer le plus lourd tribut aux vagues de chaleur. Mais on sait également que d'autres facteurs de risque environnementaux, comme par exemple la pollution atmosphérique, voient également leur effet majoré chez les personnes les plus âgées, en lien notamment avec l'existence chez ces personnes, comme ça a été mentionné précédemment, d'autres pathologies liées au vieillissement. Donc, le vieillissement de la population est donc susceptible de constituer un facteur qui va aggraver les impacts sanitaires des changements environnementaux qui vont survenir dans les années à venir. Dans un contexte où le modèle social, le modèle de sécurité sociale, le modèle de santé est en train d'évoluer au regard, à l'aune de ces affections longue durée qu'on vient de nous décrire, c'est-à-dire avec lesquelles nous allons tous vivre, nous vivons tous sur la durée, puisqu'on vit plus vieux et forcément de façon un peu plus bancale. Donc c'est compliqué, vient se rajouter ce facteur environnemental alors.
Alors vient se rajouter le facteur environnemental, mais il ne faut pas oublier non plus, alors c'est que, comme c'était indiqué précédemment, c'est aussi les évolutions de notre environnement, et là j'englobe dans l'environnement au sens large également des facteurs comportementaux comme le tabac, l'alcool, l'alimentation, qui font qu'on vit plus vieux. Hein, donc c'est difficile de sortir quelle est la cause et quelle est la conséquence, mais évidemment ça pose des questions à notre société, question à laquelle moi en tant qu'épidémiologiste j'ai pas la réponse, mais c'est vrai que la multiplication, l'augmentation du nombre de personnes en plus mauvais état de santé qui ont besoin de soins et qui donc ont besoin de solidarité pour avoir ces soins pose question à notre organisation. Et alors, du point de vue de votre organisation précisément de l'INVS, quel élément vous pouvez apporter, je dirais, au pouvoir public, au système de soins en France pour essayer d'éclairer un peu leurs choix, les orientations, pour essayer d'avoir une politique publique qui tienne compte de tous ces facteurs? Alors, j'aurais tendance à dire, pour paraphraser ce qui a été dit ce matin, de la même façon, je pense que l'INED essaye de dire la vérité démographique aux décideurs. L'Institut de veille sanitaire s'emploie à donner la vérité sur l'état de santé de la population française et les facteurs qui sont susceptibles de la dégrader ou de l'améliorer. Donc on essaye vraiment de fournir une description la plus précise possible, à la fois de phénomènes au long cours, hein, comme les risques liés aux expositions chroniques à la pollution atmosphérique, et puis à la fois de phénomènes aigus, comme l'impact sanitaire d'une canicule. Et un point particulièrement important pour reboucler la boucle avec la démographie, c'est qu'en épidémiologie, on a besoin d'une chose qui est fondamentale, c'est d'un dénominateur, c'est-à-dire de savoir sur quelle population on travaille, qui ils sont, combien, et ça c'est quelque chose qui nous est fourni par les démographes, et c'est en ça que le partenariat entre l'Institut de veille sanitaire et un organisme tel que l'INED, il est évident, si j'ose dire, par construction. Alors, Géraldine Duthé, je voudrais qu'avant Jean-Louis Amezen, avant qu'on vienne un peu au débat sur les conséquences et la vision pour la société de tout ce qui nous est décrit, qu'on finisse la description et qu'on prenne un peu de champ. Après avoir décrit l'état sanitaire et son évolution ici, chez nous, qu'on s'interroge sur la façon dont si c'est pareil ailleurs. Monsieur Robin nous a déjà dit que ce n'était pas le cas, évidemment. On l'a vu tout à l'heure aussi dans la table ronde précédente. Mais Géraldine Duthé, si on veut avoir un regard plus global sur une vision internationale, tournée en particulier vers le Sud, hein, je rappelle que vous travaillez en particulier sur l'Afrique de l'Ouest, comment est-ce qu'il faut aborder le sujet ? Oui, alors on n'en est pas trop encore aux considérations de travailler sur les questions de handicap, d'incapacité ou ces problèmes de santé, mais on en est encore à l'étude surtout des tendances de la mortalité en elle-même. Donc, pour pouvoir revenir sur un peu l'éclairage sur les dernières tendances, donc c'est déjà une bonne nouvelle de savoir que la santé s'est quand même améliorée partout dans le monde, mais malheureusement, on le sait, elle ne s'est pas améliorée au même rythme partout. Alors aujourd'hui, l'espérance de vie à la naissance est de 70 ans pour l'ensemble de la population, mais ça a beaucoup évolué selon les grandes régions du monde, et notamment dans les régions en développement. Des progrès considérables ont été observés en Amérique latine, en Asie et en Afrique du Nord. Alors, si on prend par exemple le cas de la Chine qui avait une espérance de vie à la naissance dans les années 50 à 43 ans, est aujourd'hui à 75 ans d'espérance de vie pour les petits Chinois qui naissent aujourd'hui. Alors, quand on sait que la fécondité est parallèlement très basse dans ce pays, 1,5 enfants par femme en moyenne, on peut imaginer l'ampleur que ça va représenter pour la société, la population chinoise et aussi pour la population dans son ensemble, puisque c'est aussi... Oui, alors que la Chine est en train de changer de règles, puisqu'elle est en train d'en finir avec l'interdiction implicite au moins de plus d'un enfant par foyer. Bon, on n'a jamais atteint un niveau en moyenne d'un enfant par femme. Donc la politique de l'enfant unique a eu un effet très coercitif de baisse de la fécondité, mais de fait, dans les comportements des gens, ça n'a jamais atteint ce niveau-là. L'autre problème de la population des Chinois, c'est que par contre, cette baisse très forte de la fécondité a entraîné une sélection des sexes à la naissance. Donc
donc par l'avortement sélectif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la population chinoise est confrontée à 2 problèmes majeurs, donc celui du déséquilibre des sexes, des populations qui vont arriver à l'âge adulte, et aussi d'un vieillissement très important de sa population. Mais alors revenons à la dimension de la sanitaire, morbidité, et de son étude chez les grands, qui sont les Asiatiques, les Indiens, les Chinois, et puis l'Afrique. Donc ces évolutions sanitaires, comme je vous le disais, sur l'Amérique latine en particulier, même en Asie, même si en Inde c'est un petit peu plus, avec des niveaux de mortalité encore plus bas que ceux de la Chine, on a quand même des progrès qui ont été très importants. Mais par contre, en Afrique, au sud du Sahara particulièrement, là on est encore dans des situations de santé vraiment mauvaises. Enfin, je dirais, il y a eu des progrès, mais ils sont très lents. L'espérance de vie est de combien là-bas? Alors en moyenne, sur le sud du Sahara, on est à peu près à 70 ans en moyenne, mais on a des pays qui atteignent à peine les 50 ans d'espérance de vie, comme par exemple en Sierra Leone ou au Swaziland. Alors pour des raisons tout à fait différentes, on a dans certains pays des progrès très lents du fait d'une pauvreté chronique, dans d'autres des problèmes de crise politique, des conflits. On peut avoir des crises économiques majeures et puis évidemment les épidémies de maladies infectieuses et en premier rang l'épidémie de VIH-Sida, notamment tout ce qui est Afrique australe et orientale. Même à des démographes, il faut rappeler ce que ça veut dire, espérance de vie. C'est-à-dire que 53, ce n'est pas une moyenne, mais puisque... Oui, alors justement, c'est vrai que ça, c'est une moyenne de l'âge au décès, mais derrière cette moyenne se cache une vraie disparité. C'est-à-dire que, par exemple, dans les pays les plus développés, on a moins de 1% des décès qui surviennent avant l'âge de 15 ans, tandis que dans les pays les moins développés, c'est 20% des décès qui surviennent encore aux jeunes âges de la vie. Alors, quand on meurt comme on meurt à des âges différents, on meurt de causes de décès différentes. Et donc, dans les pays les plus pauvres ou les moins développés, on se retrouve avec des causes de décès dès les premiers moments de la vie, notamment au moment de l'accouchement, enfin au moment de la naissance vivante, au moment de l'accouchement aussi pour les femmes, puisque la mortalité maternelle est encore assez élevée dans certains pays. Pour la Sierra Leone, par exemple, on est encore à un décès de femmes pour 100 naissances vivantes. Donc, c'est des taux qui sont très importants. Ouais. Mais au-delà de l'accouchement, donc les conditions, quand les conditions sanitaires ne sont pas assurées, donc s'il y a besoin, par exemple, de faire des césariennes ou quand on est en situation d'une prématurité précoce, donc pour pouvoir assurer les soins pour le nouveau-né. Après, il y a d'autres causes de décès très importantes comme la malnutrition, les causes infectieuses du type le paludisme, les pneumonies, voilà. Et ensuite, encore aux âges élevés, donc, aux âges plus adultes, encore les maladies infectieuses, donc le VIH-Sida qui est responsable de plus d'1 million de décès encore aujourd'hui dans le monde, et la tuberculose par exemple. Oui, en l'occurrence, on nous parle beaucoup en ce moment de la démographie considérable, de la progression, de la croissance de la démographie considérable en Afrique, des 5% de croissance de l'Afrique. Là aussi, on aurait presque un récit du type tout va mieux, ou si tout va pas bien, mais tout va mieux. Bon, vos chiffres-là, la réalité que vous décrivez, nous ramènent tout de même à quelque chose de plus net, si j'ose dire, et de plus tranché. Il y a eu quand même des progrès. Alors, de quelle nature sont-ils, ces progrès, et qu'est-ce qui reste à faire, je dirais, aujourd'hui, pour vous ? Oui, alors il y a eu beaucoup de progrès. Donc, si on se fixe, par exemple, en l'an 2000, on avait établi les objectifs du millénaire pour le développement, donc qui sont normalement aujourd'hui, justement en 2015, qui se terminent. Donc, les domaines principaux sur lesquels on a lutté contre la mortalité dans les pays les plus en développement, c'est réduire la mortalité des enfants, réduire la mortalité maternelle, et puis combattre le VIH-Sida, le paludisme et autres maladies infectieuses. Donc, dans ce domaine, il y a eu beaucoup de progrès, même si les objectifs n'ont pas pu être atteints dans certaines régions, notamment en Afrique. Mais il y a eu quand même beaucoup de progrès en matière de prévention, d'accès au dépistage et au traitement. Donc, par exemple, aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, la moitié des personnes qui vivent avec le VIH connaissent leur statut, et parmi elles, la plupart reçoivent un traitement. Des trithérapies oui, d'antirétroviraux. Mm-hmm. Et donc, actuellement, on a 26 millions de personnes qui vivent avec le VIH en Afrique subsaharienne. Et forcément, donc, c'est un progrès de pouvoir leur apporter des traitements. Mais on imagine aussi que démographiquement, ça va faire gonfler cette population de personnes, de patients à traiter sur le long terme de manière chronique. Ça veut dire qu'on va voir, là, pour le coup, la théorie des deux scénarios
se réaliser. C'est-à-dire, peut-être, on verra plus de personnes âgées, mais plus de personnes âgées qui vivent dans la difficulté, physiquement. Oui, alors c'est ce qu'on appelle le fardeau de la double charge, parce que dans le même temps, la mortalité a quand même baissé, donc forcément la population vieillit, et on voit apparaître les maladies de ce qu'on appelle deux sociétés, parce qu'elles sont liées au comportement à risque, on en a parlé, telles que les maladies cardiovasculaires, les cancers, etc. Et il se trouve que ces comportements à risque sont aussi tout à fait présents dans les pays du Sud, et il n'y a aucune prise en charge qui est faite actuellement de ces maladies, et puis aussi des problèmes de prévention pour lutter contre les comportements. Donc juste pour donner un exemple, en Afrique subsaharienne, on estime qu'il y a un tiers de la population, enfin dans les villes, un tiers des personnes sont désormais en surpoids. Donc c'est très important. Alors du coup, les défis qui restent encore... vous pouvez nous les citer, peut-être à ces régimes, en tout cas à ces pays plutôt, et à leur population, à leurs médecins, et puis le défi pour les démographes qui s'intéressent au Sud. Alors le défi aujourd'hui, c'est il se trouve que la fin de la semaine commence le sommet des Nations Unies pour adopter les objectifs de développement durable. Ouais. Et de fait, dans les nouveaux objectifs qui sont fixés pour le développement, donc sont toujours mis en avant donc les problèmes de la santé des enfants, la santé des mères et les maladies infectieuses, mais aussi la lutte contre la mortalité ce qu'on appelle prématurée liée aux maladies non transmissibles. Donc, qui sont les maladies qu'on connaît, puisqu'elles surviennent beaucoup en France liées au vieillissement, mais on estime que dans les pays en développement, elles surviennent à des âges plus jeunes qu'ici, du fait des comportements à risque notamment. Donc ça, c'est, je dirais, le défi pour ces pays-là, aussi parce que ces maladies sont plus compliquées et plus coûteuses à prendre en charge, à la fois pour l'individu et pour la société, que ce soit au niveau de la prévention, des traitements, et aussi parce que c'est du long terme, enfin c'est du chronique, donc ça pose beaucoup de problèmes. Et puis enfin, pour les défis pour les démographes, c'est le problème des données, puisque dans la plupart de ces pays, les statistiques démographiques et sanitaires sont déficientes. On a peu de pays pour lesquels l'état civil, par exemple, fonctionne. On n'a pas d'enregistrement des causes de décès. Donc c'est vraiment un gros challenge pour les démographes de pouvoir mesurer tout cela. Là, pour le coup, on répond d'emblée ou à l'avance à cette question qui pourrait venir, selon laquelle, quel rôle vous pouvez jouer face à cela. Le rôle, il est clé, c'est celui d'observer et de pouvoir donner des outils au gouvernement, aux équipes sanitaires, pour repérer et faire les bons choix, là aussi. On en revient Oui, c'est ça. Et en fait, nous, quand on travaille sur les pays en développement, et notamment dans les pays les plus pauvres, où la statistique publique est moins parfaite, enfin, disons qu'en tout cas, il y a beaucoup de lacunes, et notamment sur les statistiques des causes de décès, on est obligé de faire appel à d'autres types d'observations. Donc, ça peut être des suivis de population au niveau local, ça peut être des façons d'estimer de manière indirecte la mortalité, soit par des modèles, de la modélisation mathématique, ou encore en questionnant les personnes. Alors, pour questionner personne sur la mortalité, on ne peut pas questionner personne elle-même, mais on est obligé de demander, par exemple, aux proches, des questions sur la survie, tantôt de leur fratrie, par exemple, combien de frères et sœurs aviez-vous, votre mère, combien d'enfants a-t-elle eu, et combien sont-ils encore en vie aujourd'hui. Oui. Et en fonction de l'âge de la personne, on peut estimer, par exemple, des niveaux de mortalité adulte, puisque ça, ce sont des données qui sont particulièrement manquantes aujourd'hui pour justement répondre aux défis à venir. C'est passionnant ce sujet-là, enfin ça c'est tout à fait personnel, mais on pourrait durer beaucoup plus sur ce point, on va y revenir peut-être, mais Jean-Claude Amezen, si vous voulez bien lui donner le micro, merci. Ce qui se dessine bien, c'est qu'au cœur de ces situations et de la capacité à envisager une espérance de vie supérieure et de meilleure qualité, le facteur clé au milieu de tout ça, ici en France, mais de façon internationale, c'est les inégalités sociales. Oui, je crois. Enfin, il y a deux façons de le dire différentes. L'un, c'est les inégalités. Vous parliez des objectifs du développement durable. C'est comment avoir des objectifs de développement durable et équitable pour chacun. L'autre, c'est de s'interroger sur les facteurs qui influent sur la maladie, sur l'espérance de vie en bonne santé, et dont la correction dépendrait collectivement de nous, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut changer. Donc c'est une autre façon, il y a les inégalités et il y a ceux qui, dans
dans l'ordre de la solidarité, permettrait de changer les choses. Il y a un point qui me paraît important. Déjà, c'est la prévention. Dans notre pays, c'est pas vrai dans tous les pays du monde, notre système de santé est essentiellement construit sur la réparation. Les chiffres suggèrent que dans notre budget de santé publique, qui est l'un des plus élevés du monde, 5% ou moins de 5% sont consacrés à la prévention. Donc, comment faire en sorte et réparer, c'est une chose, mais pour vous donner un exemple d'inégalité, on est trop curatif et pas assez préventif. Voilà, il me semble que c'est dans le curatif que les inégalités se révèlent. Il me semble que les études indiquaient que la première cause de mortalité de cancer, toutes causes confondues, c'était pas le type de cancer particulier, c'était le niveau socio-économique. Les personnes étant dans une situation défavorisée, consultant plus tard, ayant moins accès aux soins et mourant. Donc la question est celle de la prévention. Et je crois, en tout cas celle qui me préoccupe ici, celle de la prévention qui dépasse l'exercice de la médecine tel qu'il est conçu habituellement, qu'il implique mais qu'il dépasse, et qui fait appel à ce que Michael Marmot et l'OMS appellent les déterminants sociaux ou les déterminants socio-économiques de la santé. C'est au fond tous les facteurs qui ne sont pas véritablement considérés comme des facteurs médicaux, la pollution, la nutrition, l'habitat, c'est pas des facteurs sur lesquels les médecins peuvent directement agir, mais c'est des facteurs essentiels au niveau de la prévention. Et donc ces inégalités, je crois, elles sont criantes dans le monde, vous l'évoquiez, mais je veux dire 2 milliards de personnes qui vivent dans l'insécurité alimentaire, 850 millions qui souffrent des maladies de la faim, 1 milliard de personnes qui n'ont pas d'accès à de l'eau potable et à des sanitaires, 5 millions d'enfants qui meurent de maladies, de pneumonie essentiellement, dont nous avons les médicaments et les traitements qui collectivement permettraient de les guérir, 3 millions d'enfants qui meurent de faim. Donc on voit qu'au niveau mondial, il y a des disparités, des inégalités criantes, dont les conséquences en termes médicaux ont des causes, qui sont des causes sociétales. Mais c'est vrai, alors vous parliez de l'environnement que nous corrigeons dès qu'il nous est nocif. Il y a un contre-exemple qui me frappe beaucoup, c'est la pollution atmosphérique, qui, d'après l'OMS, tue 8 millions de personnes par an, 4 millions par l'air extérieur, 4 millions par l'air intérieur dans les populations les plus pauvres du monde. On dit que c'est cher, c'était évoqué, la prise en charge de la santé, les budgets de santé. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que des études de l'OCDE et du FMI disent que les coûts de la pollution de l'air, pas de la pollution des sols, pas de pollution de l'air, correspondent à 3 500 milliards de dollars, ce qui correspond à 85% des budgets de santé publique de l'ensemble des pays du monde. C'est le coût pour les pays de l'OCDE, la Chine et l'Inde. Donc on dépense des sommes énormes pour réparer en termes de santé chez ceux qui sont les plus riches les conséquences de nos dégradations de l'environnement, avec de l'argent qu'on pourrait consacrer à la prévention. Donc je crois que c'est important. Un autre point qui est important, c'est que toutes les catastrophes, vous évoquez les canicules, les tremblements de terre, les ouragans, le changement climatique, touchent en général les personnes qui sont déjà les plus vulnérables au départ. Vous l'évoquiez. Mais c'est vrai, semble-t-il, y compris pour la pollution atmosphérique dans la ville de Paris. Et un papier qui a été publié en juillet dans une revue scientifique PLOS ONE indique que quand on regarde quartier par quartier la mortalité dans les jours qui suivent un pic de pollution, les gens qui habitent les quartiers plus pauvres meurent plus que les gens qui habitent les quartiers aisés. Mais ce qui est intéressant, c'est que la pollution est plus importante en moyenne, les pics de pollution sont plus importants dans les quartiers aisés. Et donc, les personnes qui habitent les quartiers pauvres semblent plus vulnérables à un pic de pollution donné, même quand ce pic est moins important que pour les autres. Donc je crois que la question de la prévention, c'est comment rendre, au fond, rendre les collectivités au niveau national, au niveau européen, au niveau international, moins vulnérables, c'est les rendre plus robustes. Et non seulement augmenter l'état de santé, corriger ce qu'on peut en termes de santé, mais c'est aussi rendre plus résistants pour les catastrophes imprévisibles qui peuvent surgir. Oui, il n'y a pas besoin de souligner, tous ceux ici qui vous écoutent, qui viennent de vous écouter, viennent de mesurer à quel point tout votre raisonnement se pose sur des données qui sont issues de tout le travail qui est fait par, évidemment, les épidémiologistes, l'INVS et l'INED et les démographes. Donc, vous venez d'enchaîner toute une série de raisonnements fascinants, mais basés sur qui justifieraient la journée s'il y avait besoin de la justifier au-delà de 70 ans. Je pense que vous parliez de moyenne, et les moyennes écrasent, et c'est vrai que l'espérance de vie a augmenté dans le monde de manière remarquable, mais elles écrasent les disparités.
Et ce qui est très paradoxal, c'est qu'on a une amélioration de l'espérance de vie, et dans certains pays, une bonne espérance de vie en bonne santé, mais au prix d'inégalités croissantes. Et ces études plus fines, toutes ces études qui sont faites en France, qui sont faites par l'INED, qui sont faites dans le monde, permettent en fait de faire ressortir ce que vous dites, le paysage, et Alors, de pouvoir poser des questions. Je voudrais qu'on parle d'un autre aspect en particulier, parce qu'il est au cœur de la vision, de l'évolution de la société française, celui du vieillissement des personnes âgées. Là aussi, on aborde mal le sujet, on a du mal à prendre en charge les personnes âgées, alors que par ailleurs, on est en train de dire beaucoup que ce sont les plus riches, qu'aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont en difficulté, vers lesquels il faudrait se pencher. Non, il y a quand même une question, la question de l'autonomie, de la dépendance, va être posée à toute la société. Je crois qu'il y a une question globale, et il y a la question des personnes les plus fragiles, encore une fois. Le problème est d'aider au mieux, non pas des personnes âgées qui n'ont pas besoin d'aide, mais des personnes âgées qui sont dans une situation de vulnérabilité. C'est la même chose pour les jeunes. La situation des jeunes peut être analysée globalement, mais vous avez des jeunes qui sont au chômage et des jeunes qui ne sont pas au chômage. Vous avez des jeunes qui sont en situation de handicap, d'autres qui ne le sont pas. Donc je crois, enfin ça nous a beaucoup frappé, là encore l'INED nous a beaucoup aidé, les études de l'INED nous ont beaucoup aidé. Quand on a abordé la question de la fin de vie et qu'on a fait un rapport sur le débat public sur la fin de vie, ce qui nous a frappé, c'est la difficulté, contrairement à d'autres pays cette fois, quand on compare, c'était dit tout à l'heure, c'est intéressant et c'est éclairant, la très grande difficulté dans notre pays à accompagner des personnes dans un état de vulnérabilité. Ce qui nous était très frappant, c'est quand les personnes sont dans un des états de vulnérabilité les plus grands qu'on puisse concevoir, c'est-à-dire en fin de vie, et que le seul moyen dont on peut les aider, c'est pas de les guérir ou de les traiter, mais de les accompagner, de soulager leur douleur et leur souffrance, eh bien, nous sommes extraordinairement mauvais. Et ce qu'on a vu, c'est que 80% des personnes en fin de vie qui ont besoin de soins palliatifs n'y ont pas accès. Et donc, on s'est dit que si dans tout dernier ressort, il y avait un défaut d'accompagnement, peut-être que ce défaut d'accompagnement en toute fin de vie reflétait une difficulté de notre société à accompagner en amont de fin de vie. Et on s'aperçoit là encore, quand on regarde les enquêtes de l'INED, de l'Observatoire de la fin de vie, d'autres encore, on s'aperçoit que l'aide à domicile est extrêmement déficitaire, que nous avons construit une aide pour personnes fragiles qui fait appel à des personnes précaires. Et donc, en fond, qu'on demande aux personnes fragiles de notre société d'aider les personnes fragiles, comme si on disait c'est un problème qui ne nous concerne pas, oui. Débrouillez-vous entre vous. Et donc, il y a quelque chose qui nous paraît important. Il y a 15 millions de personnes qui vivent avec des maladies chroniques ou avec une perte d'autonomie dans notre pays. Et l'accompagnement, le fait de leur permettre de vivre au mieux en fonction de leur état, est extrêmement déficitaire. Et là encore, c'est une question, je dirais, sociétale, avant d'être une question médicale. Et je pense que le corps médical reflète d'une certaine façon un point de vue implicite de la société. Ça veut dire que, du point de vue de la vision qu'on doit avoir de la médecine, il faut évoluer aussi grâce à tous ces constats qu'on fait et grâce il faut évoluer en médecine, mais il faut ne pas considérer que la médecine, on est très bon quand les personnes ont accès aux soins, on est très bon pour traiter. On est parmi les meilleurs du monde. C'est en France qu'a été inventée la stimulation intracérébrale profonde, les implants intracérébraux qui ont des effets magnifiques chez des personnes atteintes de maladie de Parkinson. C'est en France qu'on est extraordinairement, qu'on a une difficulté énorme à accompagner des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer, de maladies neurodégénératives, de handicap mental. Et donc, une des choses qui nous frappe aussi depuis plusieurs années, et que je trouve préoccupant, c'est que nous avons une tendance à institutionnaliser, soit à demander à la famille de s'occuper. On a un très beau mot, on dit aidant familial. Comme si au fond la famille, on parlait tout à l'heure de la famille, était le lieu et l'endroit où la société déléguait l'accompagnement des personnes fragiles. Et donc une difficulté à apporter une aide de la société. Le deuxième point, c'est l'institutionnalisation. Dans un pays comme la Suède, par exemple, depuis une vingtaine d'années, envoyer quelqu'un en institution plutôt que de l'accompagner à domicile, c'est considéré comme un déni de ses droits civiques. Ouais, c'est ça. Nous envoyons beaucoup de personnes en EHPAD. On parle de placement, ce qui m'a toujours frappé. On n'accueille pas les personnes, on les place. Les enquêtes de l'Observatoire de la fin de vie disent que 70% des personnes qui sont en EHPAD ne souhaitaient pas y aller. Et donc, il y a un autre paradoxe, peut-être sur lequel je peux insister, c'est que notre solidarité, me semble, diminuer à mesure que les personnes en ont besoin. Je m'explique. On a trouvé un terme assez bizarre pour des personnes qui ont plus de 60 ans et qui sont malades ou handicapées. On les appelle dépendantes.
Donc si vous avez une paraplégie et que vous avez 20 ans, vous êtes indépendant comme tout le monde. Mais si vous avez une paraplégie et que vous avez plus de 60 ans, vous rentrez dans une catégorie particulière qui est la personne dépendante. Dépendant veut dire qu'il y a beaucoup besoin des autres. Donc c'est une façon de dire que c'est une personne qui convient d'aider. Or, l'hébergement dans un EHPAD d'une personne handicapée ou malade de plus de 60 ans est à sa charge. Alors que si vous avez un handicap ou une maladie et que vous avez moins de 60 ans, la société exerce sa solidarité. Et donc, d'une certaine manière, nous disons, votre état est particulièrement vulnérable, vous avez plus de 60 ans, vous avez un handicap ou une maladie, nous avons trouvé un nom pour vous, la dépendance, mais c'est à vous de payer votre hébergement. Et donc, c'est une pression sur les personnes et sur la famille. Et donc, je crois que c'est une question de solidarité sociale avant d'être une question médicale. Ça joue évidemment un rôle dans l'espérance de vie en bonne santé et dans la capacité de vivre avec les autres et parmi les autres. Alors, cet après-midi, on décrit ce que vous observez et on essaye de s'interroger sur ce que ça peut donner, même si vous y mettez les réserves avec humour que vous avez choisi de mettre aujourd'hui, mais on s'interroge aussi sur la méthode, sur les enjeux pour vous. Et là, dans ce domaine, par exemple, il y a des enquêtes aujourd'hui sur les aidants. Il y a une volonté d'apporter des éléments à la société pour qu'elle prenne les virages qu'évoque Jean-Claude Amezen à l'instant. Jean-Marie Robin. Oui, il y a des enquêtes, et en particulier dans ces enquêtes à laquelle la France est associée. Alors maintenant, c'est vrai que ce matin, on a parlé de micro-enquêtes ou d'enquêtes très locales, mais il y a aussi une tendance, et l'INSERM y participe, à faire des enquêtes pan-européennes. Et dans ce champ-là, il y a une très grande enquête qui s'appelle SHARE, qui veut dire Survey on Health, Aging and Retirement in Europe. Et cette enquête, c'est une enquête longitudinale, a démarré en 2002, je pense, et maintenant, donc, on est à 12 ans. Et cette enquête suit une cohorte très importante de personnes européennes âgées de 50 ans et plus dans une quinzaine de pays européens. Et c'est une enquête qui a été mise en place à la fois par des économistes et des épidémiologistes, avec l'idée que, alors il y avait à la fois le côté pan-européen, de pouvoir se comparer, il y avait l'idée effectivement d'étudier le vieillissement dès 50 ans, et je vais dire pourquoi, et puis il y avait aussi la volonté d'avoir à la fois des informations économiques, donc sur la richesse, sur la pauvreté, sur les échanges intergénérationnels et sur la santé. Parce que, évidemment, avant, on avait déjà des enquêtes, mais on avait des enquêtes soit qui portaient sur la santé et sur les personnes âgées, en général commençant à 65 ans et pas avant, ou alors on avait des enquêtes économiques. Donc là, l'avantage de cette enquête SHARE, c'était à la fois de partir plus tôt, et puis d'avoir simultanément les aspects santé et les aspects économiques. Et c'est bien de tout ce dont vous parlez que cette enquête cherche à explorer. Alors c'est vrai que quand on parle de personnes âgées, on ne sait plus trop les mots aujourd'hui, vous avez pas mal dégommé le mot dépendance, il n'existe plus vraiment dans la langue française. Je pense que même la loi doit expliquer qu'on n'utilise plus ce mot. On parle de perte d'autonomie. Et la CNSA mène une lutte depuis des années pour qu'on utilise les mêmes mots et qu'on ait les mêmes comportements et les mêmes lois pour effectivement les personnes de moins de 65 ans et les personnes de plus de 65 ans. Mais ce n'est toujours pas le cas. C'est vrai que si vous avez un handicap, une difficulté qui fait que vous avez besoin d'une aide pour vous déplacer, si cet handicap a été acquis avant l'âge de 65 ans, quel que soit votre âge, le service va être remboursé, alors que si cette difficulté après l'âge de 65 ans, donc quelque part vous avez raison, c'est pour vos pieds, quoi. Oui. Bon. Et donc, parce que ce qui est intéressant dans le point de départ de 50 ans, c'est effectivement, en rajeunissant d'une certaine façon le vieillissement, c'est dire que ça n'a pas de sens de parler des vieux pour aller de au-delà 50, de cette frontière, aller de 50 ans à, on va dire, 120 ans. Jeanne Calment avait 122 ans. Et qu'on peut au moins ranger 2, si ce n'est 3 générations ici. Et effectivement, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est la génération pivot. Alors, on utilise ce mot de senior, c'est-à-dire qu'on ne parle plus des vieux, on parle des seniors, on ne sait pas, on va dire qu'ils ont entre 50 et 75 ans, puis après, au-delà de 75 ans, peut-être qu'on commence à être vieux, je ne sais pas. Les grands vieillards, c'est à 85 ans. Pour Sauvy, c'était 65 ans et plus. Il faut reprendre les tableaux de Sauvy, il y a la ligne 65 ans et plus, et quand il la commente, il parle des grands vieillards de 65 ans et plus, et c'est des papiers des années 60. Et ça permet effectivement de mesurer
tout ce qui a été fait. Voilà. Et donc, effectivement, on essaye bien d'étudier l'ensemble de ces phénomènes. Il y a ces données. C'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué parce que, effectivement, les gens souhaitent rester chez eux. C'est pas toujours possible. Qu'il y a des contraintes économiques, vous le savez aussi bien que moi. Donc, effectivement, si c'était possible, on aimerait bien garder tout le monde à domicile, mais on n'en a pas les moyens aujourd'hui. Non. On m'avait dit Jean-Marie Robin est un homme formidablement passionnant, mais bavard, et vous aurez du mal. Bon, non, pas tellement. Agnès Lefranc, vous voulez réagir aussi? Merci. Je voulais remercier Jean-Claude Amezen pour son plaidoyer pour la prévention primaire. Et donc, effectivement, prévention primaire, alors si je parle de ce que je connais mieux, qui sont les facteurs de risque environnementaux, on sait que ces facteurs de risque environnementaux, l'exposition à ces facteurs de risque environnementaux contribue aux inégalités sociales de santé, puisqu'elle est différenciée selon tout un tas de facteurs qui sont liés à ce qu'on appelle les catégories socio-économiques. Et ces expositions différentielles vont contribuer au creusement d'inégalités de santé. Et un point sur lequel je souhaiterais insister, c'est qu'on a de plus en plus d'éléments qui montrent que des expositions précoces au cours de la vie, au cours notamment de la vie fœtale ou dans la petite enfance, vont avoir une influence sur l'état de santé à des âges beaucoup plus élevés, mais quelquefois des dizaines d'années après. Alors, d'une part, ça me permet de citer une très belle étude qui a été citée ce matin de l'INED qui s'appelle ELF, qui est une cohorte d'enfants et qui va permettre justement d'étudier ces phénomènes-là. Et d'autre part, en termes de prévention, ça veut dire qu'en agissant maintenant sur la prévention d'un certain nombre d'expositions, on va jouer à la fois sur les conséquences immédiates de ces expositions, donc pour la santé des personnes qui sont présentes maintenant, éventuellement des personnes qui sont âgées maintenant, mais on va aussi jouer sur la santé et sur la réduction des inégalités de santé des générations qui sont actuellement tout petits ou même à naître. Et donc, on a vraiment un enjeu de prévention, non seulement pour maintenant, mais aussi pour les générations futures, qui me semble important de souligner. Jean-Claude Amezen, avant la salle. C'est extrêmement important. Un petit point, parce que c'est aussi ces problèmes dont la cause, j'allais dire, recule. On ne peut pas maintenir des personnes, ou plutôt les personnes ne peuvent pas rester, puisqu'on ne les maintient pas à domicile. Nous avons un très grand problème pour adapter des logements aux personnes handicapées. Si nos logements ne sont pas adaptés pour les personnes handicapées, quand la personne devient handicapée, il faut qu'elle parte. Et donc la politique d'urbanisation et d'accessibilité retentit sur le devenir des dizaines d'années plus tard des personnes qui habitent. Deuxième point, je crois que une des façons d'approcher la santé, l'OMS a développé en 2009 une politique qui s'appelle Health in All Policies, la santé dans toutes les politiques. C'est-à-dire que si on ne pense pas santé dans l'urbanisation, si on ne pense pas santé dans l'économie, si on ne pense pas santé dans toutes les politiques qu'on développe, eh bien les approches risquent d'être morcelées et fragmentées. Et je crois que penser santé, surtout si on pense à la définition de l'OMS de la santé, qui n'est pas simplement l'absence de maladie, mais un état de bien-être physique, mental et social. Si on inclut cette préoccupation pour la santé, on peut avoir peut-être une politique de prévention qui soit intéressante. Et puisque vous avez une table ronde sur la migration après, une des choses qui me frappe, c'est que la protection de la santé, et en particulier la protection des enfants, de la santé des enfants, qui est protégée par la Convention de l'ONU, n'est pas prise en compte, ou en tout cas je ne l'entends pas être prise en compte dans les discussions actuelles sur les réfugiés. Jacques Véron me faisait signe qu'on maintenait le café, mais avant, peut-être avec de la lumière de la salle, est-ce que sur ce débat, ou sur cette table ronde, plus précisément cette thématique, l'une ou l'un d'entre vous veut intervenir? Faites-nous signe bien. Non, je sens que le café mobilise. Alors, mesdames et messieurs, d'abord, applaudissements pour remercier nos intervenants, s'il vous plaît.